Ce 14 avril 1821, exilé sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte a encore quelques jours à vivre. Ce matin-là, il dicte une lettre bien étrange. Monsieur le gouverneur, l'empereur Napoléon est mort, à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en faire part. Il ne reste qu'à remplir le blanc. L'empereur prépare un modèle de faire-part à transmettre après son décès au gouverneur de l'île. De sa mort, il veut tout régenter. La mort, il la connaît bien. Il joue avec elle depuis des années. Il l'a côtoyée. Plus que cela même, il l'a cherchée. Toute la vie de Napoléon est un défi vis-à-vis de la mort. Il était convaincu que sa vie ne s'arrêterait pas avant que son destin soit accompli. Et il le dit à plusieurs reprises. Le boulet qui me fauchera n'a pas encore été fondu. Certaines des expériences de Napoléon qui frôlent la mort vont le conforter dans la certitude qu'il a un destin. Canon, pugilat, attentat, couteau, poison, fusil. À 6 reprises au moins, la mort passe si près sans l'atteindre qu'elle renforce sa conviction qu'il est un être à part. Et si c'était là une clé pour comprendre la psychologie d'un homme qui reste un mystère? Défier la mort pour construire un personnage de légende. De son vivant, Napoléon s'est voulu légendaire. Et pas seulement aux yeux des autres, c'est pas juste un mensonge, c'est dans sa tête. Au fond, ce qu'il veut, c'est franchir cette fatalité de la mort pour vivre après la mort. Et c'est ça la postérité. Est-ce pour cette fois? Va-t-il être emporté par ce mal qui le ronge de l'intérieur depuis plusieurs mois? Il en doute encore. Ne serait-ce pas dommage de ne pas mourir après avoir si bien mis en ordre ses affaires? L'empereur est impatient. Impatient que cette mort couronne une légende qu'il a commencé à construire quand Napoléon n'était encore que Bonaparte. À en croire la légende, Bonaparte serait un enfant prédestiné. Né en Corse d'une famille de notables, il est envoyé en France pour suivre une formation militaire. On raconte qu'à l'école, il est déjà un chef incontesté, dirigeant même les batailles de boules de neige avec autorité. En vérité, le futur empereur ne sort pas du lot. Rien n'indique qu'il va avoir un destin. Et lui-même ne le conçoit pas d'ailleurs. En cela, il est très différent de beaucoup de futurs grands hommes, ou en tout cas d'hommes qui ont marqué dans l'histoire, d'êtres qui ont marqué dans l'histoire, qui eux avaient une claire conscience de leur prédestination. On sait que De Gaulle, à l'âge de 14 ans, se voyait déjà comme quelqu'un qui sauverait la France. Il ne savait pas dans quelles circonstances, il ne savait pas quand, mais il savait qu'un jour ou l'autre, son propre destin et l'histoire du pays se croiseraient. Napoléon, rien de tout ça. En 1793, capitaine dans l'armée de la Révolution, il reprend la ville de Toulon aux royalistes. En récompense, il est nommé général. Mais ce n'est qu'un fait d'armes parmi d'autres. Ça n'en fait pas un général
à la hauteur de ceux qui combattent au même moment. C'est quand même une petite opération de reprise d'une forteresse assiégée. C'est pas une grande victoire militaire comme celle que peuvent remporter d'autres généraux à l'époque. Son nom n'apparaît pas dans les journaux, c'est pas de là que commence sa gloire. À 26 ans, sa carrière piétine. Bonaparte a un moment de très grande détresse à la fois professionnelle, affective aussi. Il se retrouve un petit peu sans emploi, seul à Paris. Il n'est pas dans la misère, mais enfin, il s'interroge beaucoup sur son avenir. Lettre du 10 août 1795 à son frère Joseph. Moi, très peu attaché à la vie, tout me fait braver le sort et le destin. Et si cela continue, mon ami, je finirai par ne pas me détourner lorsque passe une voiture. Quand il exprime cette idée dans sa jeunesse de suicide, c'est parce qu'il ne voit pas à quel moment sa carrière peut et doit s'envoler. Il végète et il a eu cette phrase qui sans doute explique cela. Il a dit « Vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours ». Et puis, soudain, à l'automne 1795, sa vie bascule. Le 5 octobre, le 13 vendémiaire dans le calendrier révolutionnaire, des émeutes royalistes enflamment Paris. La République est en danger. Le général Bonaparte est chargé de rétablir l'ordre. Dans une lettre écrite le surlendemain à son frère Joseph, il lui dit « Tu sais, j'ai délibéré avec moi-même pendant 15 minutes pour savoir si je me rangerais du côté de la Convention ou si je rejoindrais les royalistes pour combattre la Convention. Et il dit finalement, j'ai pensé qu'il y avait plus de chances de fortune du côté de la Convention. » Donc au fond, il entre dans l'histoire comme un mercenaire, hein, sans prendre parti, sans éprouver d'affection ou de passion, ni pour les républicains, ni pour les royalistes. Il fait un pari comme un joueur qui mise rouge ou qui mise noir, mais simplement il mise du bon côté. Bonaparte réprime sans état d'âme. Il donne ordre de tirer sur la foule. La rébellion est matée en quelques heures. Comme à Toulon, il n'hésite pas à s'exposer aux balles. Son cheval est tué. Pourtant, à son frère Joseph, il se contente d'écrire « Comme à mon ordinaire, je ne suis nullement blessé. » Ce personnage famélique, que personne ne regarde, dont on ne veut presque plus dans l'armée, se trouve propulsé quasiment au premier rang. Il devient gouverneur militaire de Paris. Et devenant gouverneur militaire de Paris, il va pouvoir entrer dans le lit de Joséphine. Joséphine de Beauharnais, la maîtresse des puissants. Pour Bonaparte, c'est l'autre événement de ce mois d'octobre 1795. Lui qui ne craint pas la mort a soudain une furieuse envie de vivre. Il est follement amoureux. Il l'épouse quelques semaines plus tard. Joséphine, qu'il rencontre à l'automne 1795, est une femme qui va lui donner d'abord beaucoup de confiance en lui et lui ouvrir beaucoup de portes. Bonaparte en société est très gauche et très réservé. Elle est au contraire l'entre-gens même. Il devient plus mondain, il fait davantage de sorties et d'apparitions en public, et à partir de cette époque, on se rend compte qu'il peut étendre, grâce à elle, son réseau social. Les émeutes royalistes, l'amour de Joséphine. En un mois, Bonaparte, qui n'était rien, est devenu quelqu'un. La situation militaire de la France va faire le reste. En 1796, la République est à nouveau en guerre. Les combats stratégiques ont lieu sur le Rhin. Au jeune Bonaparte, on confie une mission secondaire, faire diversion en attaquant l'Autriche sur le sol italien. Or, contre toute attente, Bonaparte enfonce les armées autrichiennes et fonce jusqu'à Milan avec sa petite armée d'Italie.
L'armée d'Italie n'est pas destinée à gagner de grandes campagnes. Elle est là pour fixer une partie de l'armée autrichienne, pendant que les armées françaises passeront plutôt par le nord, par l'Allemagne. Et ce que fait Bonaparte, c'est qu'il va complètement inverser la géopolitique militaire du moment. Par son offensive en Italie, il va devenir le général français, et son armée sera l'armée française, qui menace réellement Vienne, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit menacée par le nord. Bonaparte ne s'arrête plus. Quelques mois plus tard, il approche de Vérone. Mais il lui faut absolument rejoindre un pont stratégique, le village d'Arcole. Or, les troupes qui l'attendent sont bien plus nombreuses que les siennes. Et là, il se dit, ça serait intéressant de passer par les marais qui entourent la position d'Arcole, juste au nord de l'Adige, parce que les marais sont si difficiles pour les traverser, pour y marcher, que ça annulera la supériorité numérique des Autrichiens. Et le voici donc engagé dans les marais, où à un endroit, il faut franchir le pont d'Arcole. Le 15 novembre au matin, Bonaparte a réussi la première partie de son plan. Ses troupes sont arrivées sans résistance dans les marais italiens. Mais le plus dur reste à faire. Il faut désormais franchir le pont qui mène au village stratégique d'Arcole. Ce pont est solidement défendu par les forces adverses. Il pourrait y perdre beaucoup d'hommes. Bonaparte a étudié attentivement les lieux. C'est le seul passage pour atteindre rapidement Arcole. Le sort de la bataille est en jeu. Il doit prendre une décision. Le pont est très long, il est balayé par la mitraille, il faut avoir le courage de le passer. Peu importe les balles. C'est maintenant que se joue son destin. Et là, Bonaparte joue un coup de poker en essayant d'entraîner l'ensemble de sa troupe à l'assaut des positions adverses. Il croit à la fortune, avec une majuscule, avec un F majuscule. C'est-à-dire que tant que la fortune sera avec lui, il ne craint rien. Et il est convaincu que la fortune restera avec lui tant qu'il ne sera pas arrivé au terme, comme il dit, de son destin, de son histoire. C'est un homme très rationnel, c'est un homme très calculateur, mais en même temps, cette part de rationalité est tempérée par une irrationalité qui est celle d'un joueur. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à tout miser sur un coup, au risque de tout perdre. Le drapeau à la main, Bonaparte s'avance sur le pont, exhortant ses troupes à le suivre. Un geste téméraire, déraisonnable. Ses hommes le poursuivent pour le protéger d'une mort certaine. À ses côtés, Muiron, son aide de camp, qu'il appelle son ange gardien et qui le suit depuis la victoire de Toulon. Face aux tirs ennemis, Muiron fait rempart de son corps. Il prend une balle en plein cœur. Le feu redouble. C'est la débandade. Bonaparte tombe dans les marécages. Il est tiré de la boue, inconscient, sur l'autre rive. Il glisse, il tombe dans la boue d'un des fossés, mais qui sont très profonds quand même, où il aurait été noyé sans l'intervention de son frère Louis, qui vient l'extraire de ce fossé. Fin de l'histoire. Bonaparte a échoué. Le pont reste infranchissable. Il faudra encore 2 jours de combat et les renforts du général Masséna pour traverser enfin le pont et déloger les Autrichiens d'Arcole.
Bonaparte peut reprendre sa marche en avant. Il remporte une nouvelle victoire à Rivoli, puis d'autres encore qui le mènent à 100 km de Vienne. Les Autrichiens en déroute signent le traité de paix de Campo Formio qui met fin à une guerre de 5 ans. Pourtant, de toute la glorieuse campagne d'Italie, l'épisode qui reste le plus célèbre est cette traversée ratée du pont d'Arcole. Bonaparte a fini dans la boue. Il a perdu son ami Muiron, mais il y a trouvé la preuve qu'il est un élu du destin. Le sacrifice de Muiron, sa mort, c'est vraiment la preuve qu'il ne doit pas mourir. Les autres peuvent mourir, mais que lui-même doit poursuivre sa destinée et qu'il est protégé. C'est comme ça que va naître aussi dans l'armée une légende que Napoléon est protégé par une étoile, est protégé par une espèce de talisman. Et par extension, Napoléon va devenir en fait une sorte de talisman pour l'armée, et le soldat va se dire que s'il y a Napoléon à sa tête, l'armée va être sauvée et elle va aller à la victoire. Cette légende ne doit rien au hasard. Bonaparte fait tout pour l'entretenir. Depuis le début de la guerre, il publie le courrier de l'armée d'Italie. On peut y lire « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. » Napoléon écrit lui-même ses textes en grande partie, et ça, on en est certain, puisque on a pu retrouver des lettres qui sont des brouillons et où on voit que chaque mot est vraiment sous-pesé, chaque virgule est mise à la place où il faut pour que le texte ait son impact. Il n'est pas seulement un général génial, il est un propagandiste génial. Il sait trouver les mots pour grandir ses victoires, pour les mettre à la hauteur des grands exploits de l'histoire militaire de l'Antiquité. Bonaparte n'est pas rentré d'Italie qu'il réécrit déjà l'histoire d'Arcole. Il commande un tableau au jeune peintre Joseph-Antoine Gros. Ce que devient Arcole après est quelque chose de très différent de ce qu'a été la bataille réelle. Et notamment cette image, ce tableau de Gros qui montre Bonaparte conduisant l'armée de la République sur le pont d'Arcole, drapeau à la main, le visage tourné en arrière, comme on représentait à l'époque la déesse de l'histoire. Il est l'homme qui triomphe de l'adversité. Il est l'homme qui est plus fort que les circonstances, qui est plus fort que la géographie, que le temps, que la force de l'ennemi, etc. Et c'est ce qui fait de ce tableau la représentation la plus forte, la plus puissante du mythe de Napoléon. C'est ainsi que la traversée manquée du pont d'Arcole a été reproduite, magnifiée, des centaines de fois. Ce face-à-face avec la mort pose la première pierre de sa légende. Je ne me regardais non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Je me vis dans l'histoire. Alors naquit l'étincelle de la haute ambition. Bonaparte ne doute plus qu'il a un destin. Mais le pouvoir ne l'intéresse pas. Pas encore. Il a soif d'aventure. Auréolé de sa campagne d'Italie, il embarque de Toulon avec 50 000 soldats. Il a pour mission de conquérir l'Égypte et de couper la route des Indes à l'ennemi anglais. Il y ajoute des dizaines de savants et d'ingénieurs pour en faire également une grande expédition scientifique. Des dessinateurs témoigneront de son épopée. Et il pense pouvoir en Égypte conquérir une nouvelle gloire, avec peut-être en perspective la conquête même de l'Inde, et donc de se placer sur les traces d'Alexandre le Grand. Bonaparte sillonne l'Égypte. Il remporte des victoires. Il y subit également de cinglantes défaites. Mais peu importe, en France, l'écho de ses aventures au pays des pharaons
ne fera qu'accroître son prestige. Or, Bonaparte n'est pas parti depuis 1 an que la situation est à nouveau critique. Aux frontières, la guerre a repris face à une nouvelle coalition. À l'intérieur du pays, les révoltes se multiplient en Bretagne, Vendée, Midi ou Corse, et dans les territoires conquis, comme en Italie. On est au bord de l'anarchie. Les Français ne mangent plus à leur faim, la sécurité n'est plus assurée, il n'y a plus de route, enfin tout est quand même très abîmé et surtout le pays est dans un état économique comme civil absolument désastreux. Les Français ne savent plus vers qui se tourner, le directoire est complètement discrédité. Le directoire, cet organe de 5 membres, dirige la France depuis la fin de la Convention. 5 directeurs qui siègent au Palais du Luxembourg et qui sont complètement dépassés. La situation peut basculer à tout moment. Les rumeurs de complot sont permanentes. L'un des directeurs, Emmanuel Sieyès, prend les devants. Il veut supprimer le directoire et prépare un coup d'État, mais tout en douceur. Les conjurés veulent procéder le plus légalement possible. C'est-à-dire, ils veulent que le régime qui va disparaître transmette volontairement et librement, entre guillemets, ses pouvoirs au régime qui va naître. Sieyès veut instaurer un nouveau pouvoir plus fort. Il faut donc forcer les parlementaires à changer la Constitution et que le peuple reste calme. Pour le faire, il a besoin d'un général pour commander les troupes. Parce que, bien sûr, il va s'appuyer sur la garnison de Paris. Il n'a pas l'intention du tout de l'utiliser, mais il veut s'appuyer sur cette garnison. Donc, il cherche un général. Sieyès cherche donc un général populaire et disponible. À quelques milliers de kilomètres, Bonaparte se tient informé de tout ce qui se passe à Paris. Il comprend qu'il est temps de rentrer. Il abandonne son armée en Égypte et part en pleine nuit à bord d'une frégate qui porte le nom de Muiron, l'ami qui s'est sacrifié pour lui au pont d'Arcole. Quand Bonaparte quitte son armée en Égypte, il tente un pari absolument fou. D'abord, il n'est pas sûr de rentrer en France parce que tous les bateaux sont capturés par la flotte anglaise et il ne sait pas quel accueil il va trouver une fois revenu en France parce qu'il est quand même un général qui quitte son armée sans ordre. Donc, qui pourrait être considéré comme déserteur. Bonaparte avait disparu en Égypte pendant un peu plus d'1 an. Il n'y avait plus de nouvelles, on ne savait pas ce qu'il était devenu, on le disait, certains le disaient malade, d'autres le disaient mort, et on le voit arriver soudainement sur la Côte d'Azur. Voilà. Personne ne l'attendait plus. Dès son débarquement à Fréjus, il est acclamé. Avignon, Valence, Lyon, partout la même scène se reproduit. Bonaparte, dans l'esprit des gens, il reste le symbole des victoires de l'époque de la campagne d'Italie. Celui qui avait réussi à imposer un traité de paix à l'Autriche et à rétablir la paix en France. Il reste l'image du général victorieux. Les paysans descendent spontanément des villages avec des lanternes la nuit, des chandelles, pour éclairer sa route, pour ne pas qu'il soit attaqué par des bandes de brigands. Bonaparte ne s'y trompe pas. La poire est mûre, comme il dit. Il a le sentiment d'être quelqu'un à part, quelqu'un qui est prédestiné pour la gloire et prédestiné pour éclairer son siècle. Voilà. Il est l'homme qui arrive au bon moment. Il est devenu l'homme le plus populaire de France, le sauveur qu'ils attendent. De retour à Paris, il accepte d'entrer dans la conjuration de Sieyès. Le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire du calendrier révolutionnaire, le coup d'État est enclenché. Prétextant un complot royaliste,
le Directoire déplace les deux assemblées parlementaires, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, au château de Saint-Cloud, pour les protéger, dit-on. En fait, pour les isoler. Il y a deux phases dans le coup d'État du 18 et 19 Brumaire. La phase du 18, qui se passe essentiellement à Paris, au cours de laquelle on décide deux choses. La première, c'est que les chambres ne se réuniront pas à Paris parce qu'il y a une menace. La Constitution permet d'aller se réunir en dehors de la capitale, et on décide que ce sera le château de Saint-Cloud. Et la deuxième décision, c'est de nommer le général Bonaparte commandant de l'armée de l'intérieur, commandant des troupes de Paris. Voilà. Ça, c'est le 18 Brumaire. Le 18, au fond, on se met en place. Le 19, c'est le moment où les chambres se réunissent au château de Saint-Cloud et où on va leur annoncer que tous les directeurs ont démissionné, qu'il n'y a donc plus de constitution et qu'il serait peut-être temps d'en faire une nouvelle. Et ça doit être une phase parlementaire. Et Sieyès est tout à fait disposé à attendre que les chambres le soient elles-mêmes pour commencer à discuter, faire un petit gouvernement provisoire et puis ensuite rédiger une nouvelle constitution. Mais Bonaparte n'est pas homme à attendre. Le lendemain matin, Bonaparte brusque les événements. Il se rend lui-même à Saint-Cloud, où sont rassemblés les parlementaires. Il espère profiter de ce coup d'État pour prendre le pouvoir. Mais il sait que pendant la nuit, des intrigues se sont nouées contre lui. Si le coup d'État échoue, il est bon pour l'échafaud. Il va haranguer les députés pour accélérer leurs décisions. C'est un militaire, il n'aime pas les assemblées, il n'aime pas les civils, il n'aime pas les politiciens, il ne sait pas leur parler, surtout. Il a vu les assemblées pendant la Révolution, il en a conçu un dégoût définitif. Et il est habitué à ce que lorsqu'il parle, on l'applaudisse, on l'acclame, que lorsqu'il parle, on se taise, parce qu'il est habitué au public militaire. Et là, il prend une décision, en effet, un peu, excessive, irréfléchie, qui est d'aller lui-même faire plier les assemblées, voilà, par la force de son éloquence. Bonaparte se présente d'abord devant la première chambre, celle des anciens. Il sait qu'ils lui sont plutôt favorables. Le public est acquis. Mais quand même, on ne l'applaudit pas parce que voir un militaire en uniforme monter à la tribune, ce n'est pas dans les mœurs parlementaires de la Révolution. Bonaparte est tendu, maladroit. Il leur parle comme à des soldats. On répand que je veux établir un gouvernement militaire. On m'abreuve de calomnie. Souvenez-vous que je marche accompagné du dieu de la victoire et du dieu de la fortune. Pour eux, la tribune parlementaire, ça représente quelque chose. La légalité, la légitimité du Parlement. Donc voir un général monter à la tribune et leur dire « je suis le dieu de la victoire », ça ne leur convient pas. Bonaparte est désarçonné qu'on ose l'interrompre, l'invectiver. Son aide de camp lui conseille d'abréger son discours. Il décide alors d'aller convaincre la deuxième chambre, le Conseil des 500, qui lui est beaucoup plus hostile, mais qui est présidé par son frère Lucien. Il arrive là-dedans où les députés sont en train de se chamailler, de se disputer, ça crie, ça hurle, les uns demandent un vote, les autres le refusent. Bonaparte tente d'accéder à la tribune, mais on l'empêche de parler. On crie « Hors la loi Bonaparte, vive la République !» Certains lèvent le poing au point qu'il faut l'exfiltrer.
Donc des grenadiers entrent dans la salle, ce qui n'arrange pas les choses, l'attrapent, le saisissent et l'entraînent vers la sortie. Il est terrifié. Il se griffe le visage jusqu'au sang. Des députés l'agrippent, il semble qu'il ait été bourré de quelques coups de poing au passage et ont réussi à le sortir. Et il a eu à la sortie un malaise. Pourquoi ses nerfs ont-ils craqué? Comment lui, si vaillant chef militaire, a-t-il pu se faire impressionner par des hommes en toge? Pour la première fois, et presque la seule de sa vie, Bonaparte a eu peur. Car cette scène lui en a rappelé une autre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un certain 10 août 1792. Ce jour-là, des insurgés attaquent la résidence royale des Tuileries. Le roi a été mis à l'abri. Mais ses gardes suisses se font massacrer. Bonaparte est un jeune officier en visite à Paris. Il a tout vu. Jamais depuis. Aucun de mes champs de bataille ne me donna l'idée d'autant de cadavres que m'en présentèrent les masses de Suisses. La rage était dans tous les cœurs. Elle se montrait sur toutes les figures. Tout ce qu'il ne maîtrise pas, il le redoute. Et c'est vrai que naît du 10 août 92 cette aversion contre une forme de violence directe et une violence qui devient incontrôlable. Bonaparte n'a pas vraiment peur de la mort, mais a peur de certaines morts, d'être par exemple exécuté ou lynché par la foule. Cette perspective-là lui fait peur. Autant mourir d'un coup de fusil sur le champ de bataille, atteint par un boulet, ne lui fait pas peur. Par contre, effectivement, tomber sous les coups d'une foule le panique et il perd son contrôle de lui-même. Mais comme à Arcole, Bonaparte va faire de son échec une victoire. Ma fortune n'aurait-elle triomphé des plus redoutables armées que pour venir échouer contre une poignée de factieux? Il transforme la bousculade de Brumaire en une tentative d'assassinat. Bonaparte, couvert de sang, le costume dérangé, les troupes peuvent croire qu'on a voulu assassiner leur général, et c'est ce qu'on va leur dire. C'est ce que va leur dire finalement Lucien Bonaparte, en disant que le Conseil est, sous la domination de gens qui possèdent des poignards. L'idée des poignards est très, très présente dans le coup d'État 18 Brumaire. On a essayé de tuer votre général, et moi, qui suis son frère, je sais qu'il va lutter pour la liberté, donc aidez-le. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte, qui a repris ses esprits, ordonne l'évacuation de la salle du Conseil des 500. Ces poignards imaginaires sont un nouvel épisode de la légende. Bonaparte a triomphé de la mort. Il a fait mieux que César. L'invention de l'épisode des poignards fait référence évidemment à l'assassinat de César. Et au fond, pour la propagande du régime, du nouveau régime qui s'installe, effectivement, Bonaparte apparaît comme un César qui aurait échappé au poignard des conjurés. Le malaise du 19 Brumaire est oublié. La tentative d'assassinat fait de lui un être invincible. Sieyès et les autres conjurés n'ont plus qu'à s'effacer. Bonaparte est nommé consul à la tête de l'État. À présent qu'il est César, Bonaparte veut accomplir son destin et bâtir un empire. Le nouveau tableau qu'il commandera au peintre Gros le présente en législateur. Napoléon a dit un jour « Je suis de la race des hommes qui fondent ». Et ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important pour comprendre son caractère. À côté de ses rêves de gloire militaire, il y a ses rêves de gloire civile. Cyril le dit, je resterai dans l'histoire davantage que Parmentier.
mais néanmoins, probablement, Parmentier aurait été plus utile que moi avec la pomme de terre. Donc il veut laisser ses pommes de terre à lui, à l'histoire. C'est-à-dire, il veut être comme celui qui a, c'est l'expression est de lui, refermé le gouffre de la Révolution, réconcilié les Français, rebâti une société, rebâti un État. Mais en concentrant toute l'autorité, le premier consul devient la cible de tous les complots. Cela ne l'inquiète guère, jusqu'à ce que la Camarde ne vienne lui faire une nouvelle visite. En ce soir de Noël, le premier consul serait bien resté aux Tuileries. Les mondanités ne l'intéressent pas. Mais comment résister à la femme qu'on aime le plus au monde? Joséphine a insisté pour qu'il vienne à l'opéra. Cette fois, la mort s'est approchée tout près. Bonaparte vient d'échapper au premier attentat à la bombe de l'histoire. Un attentat terrible, à la voiture piégée. La rue Saint-Nicaise est dévastée. L'attentat s'est produit à quelques centaines de mètres des Tuileries. Un peu plus tôt, un homme a donné 12 sous à une vendeuse de petits pains pour qu'elle surveille sa charrette. Caché en retrait, il a déclenché la mise à feu quand le cortège est sorti des Tuileries. C'est bien Bonaparte qui était visé, mais sa berline est passée devant la vendeuse quelques secondes avant l'explosion. L'attentat de la rue Nicaise a été un attentat extrêmement violent pour l'époque. Et ça, on a peut-être un peu oublié à l'heure actuelle l'impact sur la population du mode opératoire qui était tout à fait nouveau pour l'époque. C'est plus de 20 morts, c'est plus de 60 blessés, dont certains très graves. Ce sont des corps démembrés, ce sont des corps brûlés. En fait, c'est une scène de guerre en plein Paris. En quelque sorte, c'est le premier attentat moderne, premier attentat terroriste moderne à Paris. Bonaparte reste impassible. Il se rend à l'opéra comme si de rien n'était. La rumeur de l'attentat l'a précédé et on l'acclame sans discontinuer pour son sang-froid. Ça le confirme d'abord dans sa propre invincibilité. C'est-à-dire, ça le confirme dans l'idée qu'il a la baraka et que rien ne peut l'atteindre. Bonaparte croyait beaucoup en la chance, ce qu'on appelait alors la fortune. Quand il recrutait un général ou il prenait des renseignements, il disait toujours « est-ce que ce général a de la chance ?» Parce que pour lui, c'est une dimension qui compte et que finalement, quand cette chance intervient, c'est tout à fait logique. Lorsqu'il échappe à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, il dira cette fois, c'est pas passé loin, mais encore une fois, il a eu de la chance. Pourtant, il enrage. L'attentat aurait pu toucher la voiture suivante et tuer Joséphine. Puisqu'il n'est pas mort, il va en tirer parti. C'est le moment d'éradiquer ses ennemis. Sur le plan politique, il réussit un coup qui n'est pas très, qui n'est pas très glorieux, mais enfin un coup politique formidable. C'est qu'il accuse au début les Jacobins d'avoir essayé de l'assassiner, il en fait arrêter 130, il les fera déporter aux colonies, alors que ce sont les royalistes qui sont coupables du crime. Et bien sûr, une fois qu'il sera convaincu que ce sont les royalistes qui ont fait le coup, il va se tourner vers les royalistes, et là aussi,
il va leur retirer un certain nombre de forces. L'attentat de la rue Saint-Nicaise lui révèle peut-être son invincibilité, mais aussi sa popularité, et lui ouvre la porte à frapper des deux côtés de l'échiquier. Mais cet attentat résonne aussi comme un signal d'alerte. Sa mort pourrait interrompre son œuvre. Si je meurs dans 4 ou 5 ans, la chose sera montée. Elle ira. Si je meurs avant, je ne sais pas ce qui arriverait. Il se rend compte de la fragilité au fond, de son pouvoir, et il se rend compte que finalement, tant qu'il n'aura pas des institutions plus solides, tant qu'il n'aura pas établi son pouvoir de façon définitive, eh bien, il sera toujours l'objet d'attentats. Au moment de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, on est dans la première année du gouvernement, enfin un peu plus de la première année, et déjà, beaucoup a été fait. On a réformé les administrations, la justice, on a vaincu l'Autriche, on est en train de négocier des traités à peu près avec toute l'Europe. Donc il y a dans le pays, pour les gens informés évidemment, une espèce d'espoir de stabilisation et d'espoir qu'on va bientôt arriver à la paix extérieure et à la paix intérieure. Et l'attentat contre Bonaparte est une espèce d'électrochoc, parce qu'on se dit, mais que se serait-il passé s'ils avaient réussi à tuer Bonaparte? La guerre civile va recommencer. Il va falloir à nouveau retomber dans les errements du Directoire. Donc il y a eu réellement un vent de panique qui consolide son pouvoir et qui le fait passer pour l'homme nécessaire, celui dont on ne peut pas se passer. Bonaparte profite de ce climat favorable. Il se fait nommer consul à vie. Il a désormais le droit de se choisir un successeur. Il a le pouvoir absolu. Jamais on n'a vu une transformation aussi rapide que celle du consulat, où en l'espace de 3 ans, et même, oui, 3 ans, 1800-1803, ce sont les époques de grandes réformes. Allez, on peut aller jusqu'au Code civil de 1804. Il change totalement la physionomie du pays. Il est probable qu'il n'a pu faire cela qu'à cause d'un pouvoir fort, du pouvoir fort dont il disposait, et qui réunissait entre ses mains tous les genres de pouvoir, puisque les assemblées sont marginalisées. Et il a ce goût propre aux militaires, à la fois de l'efficacité et de la rapidité. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça traîne. Désormais, rien n'arrête son ascension. Les peintres officiels témoignent de son œuvre. Comme pour Arcole, il commande à chaque bataille un tableau pour la légende. L'un des plus parlants célèbre la campagne de Marengo par le peintre David. Napoléon a passé le col du Saint-Bernard à dos de mulet, mais la légende retiendra le cheval blanc. Le tableau en soi est un chef-d'œuvre de communication et correspond très bien aux idées de propagande qui se mettent petit à petit en place. On le voit en portant le manteau pourpre qui évoque justement le manteau des généraux de la Rome antique. Donc il y a cette idée de triomphe qui est déjà présente. Il y a également le cheval blanc qui lui est une image véritable depuis fort longtemps de cheval du vainqueur. Et il y a surtout dans un petit coin en bas à gauche un caillou sur lequel sont inscrits les noms d'Hannibal et de Charlemagne. Et là, toute l'histoire a compris que le point d'aboutissement, c'était là. Le 2 décembre 1804, comme Charlemagne, le premier consul se fait sacrer empereur. Prenant la place du pape, il pose lui-même la couronne sur la tête de sa femme Joséphine. Ce n'est plus Bonaparte que célèbrent les tableaux de propagande, mais Napoléon Ier. Lui qui est passé si près du gouffre, vogue de succès en succès, de victoire en victoire, comme l'éclatante Austerlitz. Face à de nouvelles coalitions, le général ne perd aucune bataille. L'Empire ne cesse de s'agrandir. L'Europe est à ses pieds. Pourtant, il continue son pas de deux avec la mort. Il est même blessé au talon.
en Allemagne, lors du siège de Ratisbonne. Il est au milieu de ses soldats. Il est l'exemple pour ses soldats. Encore une fois, il ne cherche pas la mort, évidemment. Il cherche à être l'exemple. Il croit en son destin et à aucun moment, il ne pense qu'il pourra être tué. Mais il prend le risque pour entraîner ses troupes. L'été 1809, Napoléon s'installe au château de Schönbrunn, près de Vienne, pour négocier la paix. Décidément invincible, il vient de battre les Autrichiens pour la 4e fois à Wagram. Tous les matins, à 10 heures, il passe les troupes en revue, jusqu'à ce jour où la mort fait une nouvelle tentative. On a intercepté un Allemand avec un couteau pendant la revue des troupes, un certain Friedrich Staps. Il n'était qu'à quelques mètres de l'empereur. Pourquoi veut-on le tuer? Ses conquêtes n'apportent-elles pas la liberté au peuple? N'a-t-il pas imposé à toute l'Europe son code civil, les bienfaits de son administration, les idéaux de la Révolution française? Depuis la voiture piégée de Saint-Nicaise, il y a 7 ans, jamais la mort ne s'est approchée d'aussi près. Il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi quelqu'un a voulu le tuer et pourquoi un Allemand a voulu le tuer. Parce que ça, c'est aussi important. Pour Napoléon, dans son système de pensée, qui est un système de pensée extraordinairement français, voilà, la prépondérance est bonne pour la prépondérance de la France est bonne pour le continent. Donc, il ne se pose pas tellement de questions sur l'accueil populaire profond qu'ont ces projets, puisque à l'arrivée, il va détruire la féodalité, il va réorganiser les États, il va leur donner de bonnes finances, et puis il va les mettre dans un système dont la France sera le centre. Et la France, évidemment, c'est toujours beaucoup mieux que les autres. Napoléon a construit toute sa politique sur le consensus populaire. Le plébiscite en France, en particulier, mais dans les autres pays, quand il les conquiert, il veut rechercher le soutien des peuples. Et donc il ne comprend pas les résistances populaires qui ont existé dans plusieurs pays. Il cherche partout à se faire aimer, en quelque sorte. Napoléon veut l'interroger. Il veut parler les yeux dans les yeux à ce jeune terroriste. L'apprenti assassin n'est pas ce qu'il attendait. Staps n'est qu'un gamin de 17 ans, la figure douce, bien élevée. Napoléon l'interpelle. « Pourquoi voulez-vous me tuer ? Je voulais vous tuer parce que vous êtes un oppresseur. Et si je vous faisais grâce ? Vous auriez tort, car je chercherais encore à vous tuer. » L'interrogatoire peut paraître assez surréaliste avec ces interpellations. Napoléon pense que Staps est malade, qu'il est fou, illuminé, lequel Staps lui répond qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un illuminé. Donc on est sur des niveaux totalement différents. La stupéfaction de Napoléon, c'est de comprendre que, alors qu'il promet à Staps de le gracier s'il demande pardon, ce dernier reste attaché à l'idée qu'il faut débarrasser l'Allemagne du tyran, et il finira par être jugé et exécuté. Le jeune exalté n'a rien voulu savoir. À son ministre de l'Intérieur, Napoléon recommande qu'on étouffe l'affaire. J'ai voulu vous informer de cet événement, afin qu'on ne le fasse pas plus considérable qu'il ne paraît l'être. S'il en était question, il faudrait faire passer cet individu pour fou. En réalité, ce nouvel avertissement de la mort le perturbe profondément, car il souligne un point qui tourne à l'obsession depuis quelques années.
qui le remplacera s'il est tué? L'hérédité obsède Bonaparte depuis le début. Le malheur, c'est que Joséphine ne peut plus avoir d'enfants, donc comment fonder une dynastie sans héritier? Alors, c'est vrai que la constitution impériale prévoit les cas où l'empereur n'aurait pas d'enfant naturel. Hein. Bon. Sauf que Napoléon pense, et je pense qu'il a raison, que seul un enfant issu de lui pourra avoir de la légitimité une fois qu'il montera sur le trône. Il pense que, il ne faut plus perdre de temps et qu'il est temps de répudier Joséphine et d'épouser, alors il dira un peu de manière très peu élégante, un ventre, mais c'est un petit peu ça. Il ne peut plus tergiverser. Le couteau de Staps lui indique une décision qu'il a trop longtemps reportée. Toute ma vie, j'ai tout sacrifié. Tranquillité, intérêt, bonheur. À ma destinée. Il lui faut maintenant l'annoncer à Joséphine. Mais comment? Il lui envoie des messages, si je puis dire, indirects. Il fait murer la porte qui sépare leurs appartements. Il lui fait comprendre qu'il faudrait se séparer, etc. Mais il n'arrive pas à lui dire parce qu'il ne peut pas lui faire de peine. Pour lui, il a horreur de se fâcher avec quelqu'un. Et avec Joséphine, c'est très difficile. Le 30 novembre 1809, il attend la fin du dîner avec l'impératrice pour répondre à l'injonction du destin. Le dîner commence, les deux époux sont en silence, ils ne parlent pas avant une demi-heure. Joséphine a compris qu'elle était convoquée pour cela, mais elle ne parle pas. Attend que Napoléon, si je puis dire, attaque le premier sur le champ de bataille. Là, sur ce champ-là, il est très mauvais et il commence à dire quelques mots en expliquant qu'il faut se sacrifier, que le temps est venu, Joséphine, etc. Mais elle va instantanément fondre en larmes et dans l'instant d'après s'évanouir. Ne cherchez pas à m'émouvoir. Je vous aime toujours. Mais la politique n'a pas de cœur. Elle n'a que de la tête. Ils divorcent par consentement mutuel le 15 décembre 1809 aux Tuileries, 2 mois seulement après la tentative d'assassinat de Staps. Les peintres célèbrent aussitôt son mariage avec Marie-Louise, fille de François Ier d'Autriche et petite-nièce de Marie-Antoinette. Un an plus tard, naît Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, le fils tant attendu. Quoi qu'il arrive, la pérennité de son œuvre semble assurée par un héritier. Le nom de Napoléon est promis à la postérité. L'empereur est au zénith quand, pour la première fois, le destin lui tourne le dos. En juin 1812, la grande armée de Napoléon s'élance à l'assaut de la Russie du tsar. En 3 mois, l'empereur est arrivé à Moscou, facilement, trop facilement. Et puis tout s'enchaîne. Le tsar qui fait flamber la ville plutôt que de livrer bataille. La retraite avec le froid pour principal ennemi. La traversée catastrophique de la Bérésina. La glace qui s'ouvre sous les sabots des chevaux. La campagne de Russie est un désastre. Pourtant, 1 an plus tard, Napoléon reforme une armée et contre-attaque. Mais l'Europe sait qu'il n'est plus invincible. C'est le début de la fin. L'Empire se disloque. La Russie, rejointe par la Prusse et l'Autriche, le repousse inexorablement. L'Espagne perdue, puis l'Allemagne. La Hollande, l'Italie. Son empire ne tenait que par la force. Ses généraux le lâchent l'un après l'autre. Tandis qu'il envoie toujours plus d'hommes à la mort, il prend pour lui-même de plus en plus de risques. La vie m'est insupportable. J'ai tout fait pour mourir à Arcy.
Les boulets n'ont pas voulu de moi. C'est vraiment le moment où il sent que ça s'en va, qu'il comprend qu'il n'a plus le pouvoir, il comprend l'immensité de sa chute. Et c'est vrai que quand on voit en mars 1814, là où il est, alors qu'un an avant, il était maître de l'Europe, ou quasiment, il a quand même cette notion de chute qui lui saute au visage et on aurait été déprimé à moins, certainement. Le 30 mars 1814, les troupes de la coalition entrent dans Paris. La nuit est déjà très avancée, mais Napoléon ne dort pas. Il achève une lettre à l'impératrice Marie-Louise. Une lettre parmi les dizaines écrites chaque semaine. Une lettre pas tout à fait comme les autres. Adieu, ma douce Louise. Tu es ce que j'aime le plus au monde. Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu'ils te font. Donne un baiser à ton fils. Adieu, ma Louise. Tout à toi. Dans cette lettre, il répète « adieu, adieu ». Il concluait toujours, il terminait ses lettres par un adieu, mais là, cet adieu, adieu répété, et le ton de la lettre d'ailleurs est assez triste. On sent là une plume lasse et résignée, et un homme prêt à commettre l'irréparable, ce qu'il va faire. La décision est prise. Il veut mourir. Il s'est résolu à boire le Condorcet, ce mélange mortel qu'il porte toujours sur lui, au cas où il tomberait dans une embuscade. Ses généraux l'ont trahi. Son empire s'est effondré. Il n'a plus la main, et c'est la première fois. Si on reprend la chronologie, parce qu'elle est assez importante, le 11 avril, dans la nuit, est signé le traité de Fontainebleau, par lequel il renonce au trône de France et qui lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe. Mais cette solution ne lui convient absolument pas, parce que Napoléon Bonaparte n'a pas l'âme d'un retraité californien. On lui donne des millions et on l'envoie au soleil, mais ce n'est pas la fin dont il a rêvé. Ça, il faut bien en être conscient. Donc, il sait qu'au matin du 13 avril, il doit ratifier ce traité. Et c'est quelque part pour lui une sorte de mise à mort dans sa destinée, d'autant que la chute est très brutale. En 3 mois, tout s'écroule. Il a le sentiment que sa destinée arrive à son terme, et en même temps, c'est un homme de culture antique. C'est un homme de culture antique. Donc, il pense à tous ces hommes dans l'Antiquité qui ont mis fin à leur jour. Et au fond, je crois que c'est l'image qu'il veut donner. Il veut donner, pour la postérité, puisque c'est la question qui l'obsède, qui est la plus importante, eh bien d'un homme qui, finalement, n'a pas accepté d'être un vaincu. Et la façon de ne pas accepter d'être un vaincu, eh bien, c'est de quitter ce monde. Mais décidément, la mort ne veut pas de lui. Qu'on a de la peine à mourir. Qu'on est malheureux d'avoir une constitution qui repousse la fin d'une vie.
qu'il me tarde tant de voir finir. On a une hypothèse pour savoir pourquoi Napoléon n'est pas mort d'avoir absorbé ce poison, c'est que le poison était ancien, qu'il avait été éventé et qu'il ne devait plus avoir de capacité létale bien importante. On sait qu'il a vomi quelque chose de grisâtre, on sait qu'il y avait un verre avec du produit délayé. Est-ce qu'il l'a tout avalé? Est-ce qu'il en a avalé juste un tout petit peu? Est-ce que lui-même a eu un geste un petit peu irréfléchi, a avalé du poison, puis a changé d'avis, a voulu se faire vomir? Vraiment, les options sont tout à fait ouvertes. On a des témoignages, on a sa dernière lettre à Marie-Louise. Encore, il y a quelques années, on a découvert un témoignage supplémentaire qui est très important parce que c'est le témoignage du valet de chambre qui a remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors ensuite, est-ce que c'était une vraie tentative de suicide? Est-ce que Napoléon voulait vraiment mourir? Ça, on ne pourra jamais aller le lui demander. De suicide, il ne sera plus jamais question, sauf pour dire que ce n'est pas un moyen d'en finir. Quelques années plus tard, il écrira « J'ai toujours eu pour maxime qu'un homme montre plus de vrai courage en supportant les malheurs qui lui arrivent qu'en se débarrassant de la vie. » Cette tentative de suicide, en fait, va rester secrète très longtemps. Et des personnages qui vont avoir assisté, comme le grand maréchal Bertrand, par exemple, ne diront rien parce que tout le monde essaiera de cacher ce moment, parce que aussi, dans l'esprit de l'entourage, Napoléon, le grand Napoléon, qui est pour eux l'incarnation même de la force et de la politique, ne peut pas avoir un tel moment de déprime. Le lendemain, comme si de rien n'était, l'empereur ratifie le traité de Fontainebleau. Il fait ses adieux à l'armée et part pour l'île d'Elbe, laissant Louis XVIII restaurer la royauté. Mais puisqu'il n'est pas temps de mourir, il s'invente un nouveau destin. Il prétend devenir écrivain. Je vais, dans ma retraite, substituer la plume à l'épée. L'histoire de mon règne sera curieuse. On ne m'a vu que de profil. Je me montrerai tout entier. Quand il dit qu'il va écrire ses mémoires, il y croit en partie. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'écrit peut être un bon moyen pour revenir. Quand un homme politique écrit ses mémoires, ce n'est pas forcément qu'il a terminé son existence. C'est aussi un bon moyen de revenir, d'ailleurs, de susciter la nostalgie, l'envie, en se défendant, en donnant sa propre version, et finalement en restant un homme politique. L'exil n'est qu'une parenthèse. À peine arrivé à l'île d'Elbe, il retrouve énergie et ambition. Dans ce micro-royaume qu'on lui a octroyé, l'empereur déchu est à l'étroit. Il marche de longues heures sans rien dire de ses intentions. Mais il suit attentivement les nouvelles de France. Monsieur le comte Bertrand, dites à mon frère que j'ai reçu sa lettre. Qu'il ne soit pas surpris de ne pas recevoir de réponse. Je n'écris à personne. Le retour de Louis XVIII au pouvoir ne se passe pas bien. Napoléon est aux aguets. Il sait que la greffe, la nouvelle greffe de la monarchie sur la France n'arrive pas à prendre. Alors il se dit, j'ai une opportunité. Il est aussi poussé par le besoin, parce qu'il a entendu dire que les Anglais n'avaient pas l'intention de le laisser longtemps à l'île d'Elbe. Le roi de France, Louis XVIII, ne lui paye pas sa pension. Il a des besoins d'argent. Donc il tente une aventure un peu désespérée. Il prépare probablement, après les premières semaines de son installation, son retour. Il attend le moment favorable. Il sait par ailleurs aussi qu'il est menacé. Il sait aussi que, on le laissera pas toujours si près du continent, si près de l'Europe. Donc, il se prépare à un retour. Il n'en parle pas d'ailleurs à son entourage. Il va prendre encore cette décision folle et solitaire de revenir.
Le 26 février 1815, 10 mois après son arrivée, Napoléon s'évade en pleine nuit. Il quitte l'île d'Elbe avec 1 millier de soldats fidèles. Cette expédition est a priori totalement folle parce qu'il lui faut traverser la Méditerranée, 3 jours de mer, au milieu de la flotte anglaise, au milieu de la flotte royaliste française, débarquer, et 1000 hommes, alors que l'armée royale en compte 150 000. Il a une chance inouïe lors de ces 3 jours en mer. À plusieurs reprises, il croise des navires qui auraient pu le couler par le fond. Ça ne se passe pas. Alors qu'on l'attendait en Italie, il crée la surprise en débarquant en France, à Golfe-Juan. Traversant les montagnes, il entame aussitôt le retour vers Paris sous les acclamations. Des groupes de paysans se joignent à ses soldats à mesure qu'il avance. Aucun coup de feu, aucune résistance. Évidemment, dans ce retour, il pense à un retour de chance. Il pense que, eh bien, finalement, ce qui est arrivé avant n'était qu'un accident et ça continue. Le soir du 6 mars 1815, il arrive au village de Cors. Si le destin lui est favorable, le lendemain, il entrera dans Grenoble. Il n'a dormi que quelques heures, comme à son habitude. Il sait que la journée s'annonce décisive. Depuis l'évasion de l'île d'Elbe, le destin lui a été favorable. Mais rien n'est gagné. L'avant-garde lui envoie les dernières nouvelles. Les troupes de Louis XVIII l'attendent à quelques kilomètres de là. Ils ont pour mission d'arrêter le retour de Napoléon vers Paris. C'est sur les bords du lac de Laffrey que Napoléon va mettre une fois encore sa vie dans les mains du destin. C'est ici que l'armée royale attend les partisans de l'empereur déchu. Pour la première fois depuis son retour en France, l'affrontement semble inévitable. Il avait choisi ce qui deviendra la route de Napoléon, la route des Alpes, parce que comme il n'avait pas beaucoup d'hommes, eh bien, les chemins étaient étroits et s'il y avait une bataille, eh bien, on ne pouvait pas aligner beaucoup d'hommes face à lui. Mais quand il arrive dans la plaine de Laffrey, elle est large, donc face à lui, il y a des régiments royalistes en nombre. Ils sont 4 à 5 fois plus nombreux que lui. Militairement, il ne peut pas passer. Et avant tout, cet homme est un joueur. C'est-à-dire que tant qu'il y a une carte à jouer, il la joue. Il sait qu'à chaque fois qu'il mise, il est au bord du précipice, que tout peut s'écrouler. Mais comme il a cette confiance en lui extraordinaire, il y va quand même. Les armées sont à présent face à face. Napoléon fait déployer le drapeau bleu-blanc-rouge et jouer la Marseillaise. Et puis, il s'avance seul vers les troupes ennemies. Face à lui, les baïonnettes sont pointées, les fusils prêts à faire feu. Cette fois, il va défier la mort, les yeux dans les yeux. La scène, telle qu'on la raconte habituellement, alors on l'a un petit peu arrangée, mais la scène a vraiment eu lieu puisque on possède un témoignage qui n'est pas un témoignage de l'entourage de Napoléon, personne qui était là, qui a aperçu tout ça, et qui a écrit ce qu'il a vu à un de ses camarades. Lettre du citoyen Johannis, habitant de Romans. L'empereur s'avance seul, puis il crie aux soldats « Comment, mes amis? Vous ne reconnaissez plus votre camarade? Votre empereur, qui vous a si souvent mené à la victoire, il les exhorte à crier « Vive l'empereur !» et à le suivre. Un silence général fut tout ce qu'il obtint.
Alors ouvrant sa redingote et découvrant sa poitrine, « Eh bien, puisque vous ne me reconnaissez plus, tirez sur moi !» C'est vrai que c'est à la fois un coup de poker et en fait, quelque part, il pense que de toute manière, personne n'aura le courage de tirer. Parce que pour le soldat de base comme pour l'officier jusque dans les grades les plus élevés, il y a une relation de confiance, d'admiration. Napoléon est une sorte de dieu de la guerre. Hein. On pense que quand il est à la tête de l'armée, tout fonctionne et on ne peut aller qu'à la victoire. Probablement, il sent qu'ils ne vont pas oser tirer. C'est-à-dire qu'il les impressionne tellement, il a tellement rempli leur vie pendant 15 ans qu'ils ne feront pas feu sur lui. Mais en même temps, il prend un risque inconsidéré parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un tir d'un soldat. Il suffit qu'un seul tir pour qu'il soit tué. Un capitaine ordonne de faire feu. Mais les fusils restent muets. Et la situation bascule. Pendant la harangue, des grenadiers s'étaient approchés. Ils crièrent « Vive l'empereur !» et se mêlèrent à ses soldats. Il s'ensuivit un enthousiasme général, et ils marchèrent ensemble sur Grenoble. Ma bonne Louise, je t'ai écrit de Grenoble que je serai bientôt à Paris. Les peuples courent en foule au-devant de moi. Des régiments entiers quittent tout pour venir me rejoindre. Le retour est triomphal. Louis XVIII s'est enfui. Napoléon arrive le 20 mars dans la capitale sans avoir fait verser une goutte de sang à ses troupes. C'est magnifique jusqu'au moment où Napoléon est à Paris. Une fois qu'il est à Paris, c'est là qu'il se rend compte que la situation n'est pas aussi simple qu'il l'a pensé. Il y a d'abord la menace extérieure. Lorsque le Congrès de Vienne, où toutes les puissances européennes sont réunies, apprend le retour de Napoléon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le met hors la loi, c'est-à-dire hors la loi de l'Europe, et qu'on décide que les armées qui ont gagné l'année précédente contre les armées napoléoniennes vont marcher sur la France. Ce n'est pas une déclaration de guerre à la France, comme vont faire les Alliés. C'est aussi une première dans l'histoire. On va déclarer la guerre à un homme. Les puissances alliées, dans leur traité du 25 mars, déclarent la guerre à Napoléon Bonaparte, non pas à la France. Déclarent la guerre à Napoléon Bonaparte pour le neutraliser parce que c'est le perturbateur du repos du monde. Et puis la deuxième chose dont il va se rendre compte, c'est que l'exaltation de son retour lui a fait perdre de vue que, sur le plan politique, il n'a pas d'alliés au moment où il arrive à Paris. Il se rend compte que sa situation est mauvaise à l'intérieur et à l'extérieur, et comme il l'a fait souvent par le passé, il va essayer de reprendre la situation en main par une opération militaire. L'empereur repart au combat avec une nouvelle armée. Il fonce vers la Belgique, où l'attend le gros des troupes de la coalition. Il est vainqueur une dernière fois à Ligny. Dans les plaines de Waterloo, il est à 2 doigts de l'emporter. Mais son étoile l'a abandonné. Il est définitivement vaincu. Napoléon abdique une seconde fois et rejoint le port de Rochefort. Il pense un temps s'enfuir aux États-Unis, mais il est barré par la marine anglaise. Acculé, il finit par se rendre. On l'envoie croupir à 7000 km de là, au milieu de l'Atlantique, à l'île de Sainte-Hélène. On n'a pas osé l'exécuter. L'exécuter comportait un risque, c'était de faire renaître probablement un mouvement révolutionnaire en sa faveur, d'en faire un martyr sur place. Donc on préfère l'isoler, l'éloigner, en se disant que finalement le temps fera son œuvre et que les esprits oublieront le personnage. Mais on l'envoie très loin, dans l'Atlantique Sud, dans une île qui est imprenable, c'est un rocher dressé au milieu de l'océan, avec en plus une flotte britannique qui va graviter autour pendant toute la période de la captivité. Autrement dit, sortir de Sainte-Hélène est impensable à ce moment-là.
J'aurais dû mourir à Waterloo. Peut-être avant. L'infortune, c'est que quand un homme cherche la mort, il ne puisse la trouver. On a été tués tout autour de moi. Mais je n'ai pu trouver le boulet. La France est désormais bien loin, à plusieurs milliers de kilomètres. Les premiers mois, il a pensé s'évader une nouvelle fois, comme il l'avait fait à Elbe. Il n'est plus temps. À 48 ans, il est rongé par un mal intérieur de plus en plus pressant, ulcère ou cancer. Il pense déjà à l'au-delà. Quand je serai mort, tous mes braves viendront à ma rencontre. Ils me parleront de ce que nous avons fait ensemble. Ils reviendront tous fous d'enthousiasme et de gloire. À partir du moment où Napoléon sait qu'il ne quittera pas Sainte-Hélène, il va commencer beaucoup plus consciemment à travailler pour sa légende. Il le dit à son entourage, il utilise des phrases aussi modestes que « si le Christ n'était pas mort en croix, il ne serait pas Dieu ». Sous-entendu, il faut que je subisse mon martyre. Et il est convaincu il sait déjà que la postérité va reconnaître ses mérites. Il se met en scène sous une forme un peu différente de ce dont il avait l'habitude. La statue de marbre, cette fois-ci, est un petit peu fissurée à quelques endroits, et il joue de ces fissures. Il se présente en martyr. Martyr de l'Angleterre et de la tyrannie du gouverneur, envoyé sur une île déserte, terrible, une île qui viendrait du diable. On l'a mis au milieu d'un plateau sombre et obscur, où la pluie tombe en permanence et où on mange des rats. En réalité, Sainte-Hélène, évidemment, c'est terrible. Il est loin de sa famille, il est loin de son fils, il est loin de ses amis, il est loin de son épouse, mais les conditions de vie à Sainte-Hélène ne sont pas si terribles. Je pense que Napoléon aggrave lui-même les conditions de sa propre détention en s'emprisonnant dans sa propre prison, c'est-à-dire en s'enfermant dans sa chambre alors qu'il pourrait profiter de toute l'île. À Sainte-Hélène, le despote veut donc se muer en victime. Mais pour que le scénario fonctionne, il lui faut un bourreau. Ce sera le gouverneur anglais Hudson Lowe. La grande chance de Napoléon, d'une certaine façon, à Sainte-Hélène, c'est d'avoir été en butte avec un gouverneur, Hudson Lowe, qui sera le méchant face au martyr. Les choses auraient pu se passer tout à fait différemment. Incontestablement, Napoléon et son entourage ont grossi le trait dans cette opposition des méchants Anglais au gentil Napoléon qui est persécuté. En réalité, Hudson Lowe aurait peut-être été tout à fait capable de s'entendre avec Napoléon, mais Napoléon n'avait pas envie d'avoir un geôlier compatissant ou clément. Napoléon voulait un geôlier qui soit impitoyable, qui s'en prenne à lui, qui restreigne ses libertés parce qu'il tient à poser en martyr face à la postérité. Donc on peut dire en un sens, oui, que c'est Napoléon qui a créé Hudson Lowe. Napoléon est beaucoup plus brillant que Hudson Lowe et il est vrai qu'il le manipule. Napoléon provoque le gouverneur. On lui demande de se montrer, il se cache. Plus il est brimé, plus il est satisfait, conscient que son image est en train de changer. Le martyr me dépouille de ma peau de tyran. Ça permet d'effacer tout un pan de son histoire, tout ce qui avait été mis en avant par la légende noire de Napoléon dès 1814, l'ogre qui a fait dévorer des milliers ou des centaines de milliers de conscrits pendant les campagnes militaires, le tyran, l'étranger même, etc. Il y a toute une série d'arguments qui se sont dressés contre Napoléon. Ces arguments sont progressivement effacés par l'image du martyr, le prisonnier sur son rocher. C'est un artiste de son destin. Il a pressenti que, en devenant une victime, eh bien, on le verrait d'une façon différente. Il va complètement inverser son image. Voilà. Au lieu d'être l'homme despotique, vraiment intransigeant, et bien subitement, il va être un vaincu et ça va créer cette formidable image d'une forme on pourrait dire, de Christ de l'époque moderne. À partir de mars 1821,
son état se dégrade. Cette fois, ce n'est plus la postérité qu'il doit préparer, mais la mort elle-même. Elle doit être à la hauteur de l'événement. Napoléon a une agonie qui est très longue, très lente et sans doute très douloureuse. Il n'en finit pas de mourir et cela va lui permettre de mettre en scène sa mort. Il va le faire de façon très consciente, malgré ses souffrances. Il réussit à mettre en scène une mort qui est une mort de souverain. Au soir de sa vie, Napoléon a pleinement conscience qu'il joue sa dernière bataille. Sa dernière bataille de l'image. Ça, il le sait parfaitement. Et un des moyens de faire une ultime déclaration au monde, c'est de faire un testament. Il va mêler à la fois l'homme, Bonaparte, puisqu'il y a des legs particuliers, des dons matériels à des proches, mais également le monarque, l'homme d'État. Et c'est en ça que le testament demeure une grande déclaration et une façon de se poser pour l'éternité. Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. Napoléon, qui semblait ne croire à rien d'autre que le destin, paraît soudain touché par la foi. À quelques jours de sa mort, il demande même à se confesser. Il va effectivement se confesser. Et s'il se confesse, je pense que ce n'est pas du tout parce qu'il est revenu à la foi catholique, sans doute pas. Il le fait parce qu'un souverain qui a été couronné à Notre-Dame par le pape, eh bien, il doit mourir en chrétien pour vraiment pleinement accomplir son destin de souverain et pour rappeler que c'est sa dynastie maintenant qui est sacrée. Il va organiser en effet la cérémonie de son futur enterrement. Il va prévoir aussi l'organisation des premiers temps avec l'organisation d'une chapelle ardente. On dit des messes avant même sa mort pour prier en faveur de Napoléon. Bref, il y a toute une série de gestes qui montrent que Napoléon, même au moment de sa mort, est resté extrêmement méticuleux et extrêmement attentif aussi à l'image qu'il va donner. La chapelle ardente, c'est l'image du souverain chrétien qui doit aussi être diffusée à travers le monde. Le 5 mai à 5h49 de l'après-midi, la mort, qu'il a tant de fois défiée, triomphe enfin de Napoléon. À moins que ce ne soit l'inverse. Car l'histoire de Napoléon ne s'arrête pas avec sa disparition. Comme il l'avait espéré, elle prend une dimension inédite. L'annonce de sa mort à Paris ne provoque pas d'énormes remous. Bon, il y a quelques petites manifestations, mais pas une émotion collective. Et puis, il va y avoir la phase d'émergence, de développement et de submersion de tout de la légende dorée, qui donne un empereur libéral, un empereur qui est pour l'égalité. Bref, comme on le lui a fait dire, le messie de la Révolution. Il est intéressant de voir qu'une partie des populations ne croit pas à sa mort, comme s'il était immortel, comme si finalement il avait accédé au rang de demi-dieu. Et on aperçoit le personnage de Napoléon, ici ou là, un Napoléon ressuscité, ce qui est là aussi significatif de la trace qu'il a laissée. L'image de Napoléon christique, comme dans la célèbre gravure d'Horace Vernet qui montre Napoléon sortant de son tombeau en gloire, auréolé d'une véritable lumière qui est christique, cette image-là, elle n'est pas un blasphème. Elle est simplement un calque et une image de l'attachement de soldats qui n'avaient pas la religion mais qui avaient l'empereur. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine.
au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. « 20 ans après sa mort, comme il l'espérait, son corps est rapatrié de Sainte-Hélène à Paris. Un imposant tombeau est aménagé aux Invalides. C'est un événement national. L'homme qui croyait en son destin est devenu une légende. Sa mort est incontestablement sa plus grande victoire parce qu'il manquait à son épopée une dimension littéraire. Il y a eu la dimension picturale avec des artistes de génie, mais il manquait encore, si je puis dire, les mots. Et sa mort, son exil est ô combien romantique. C'est quand même le géant qui est enchaîné à son rocher, qui disparaît dans la pénombre du soir sur cette île lointaine. Enfin, on ne peut pas imaginer mort plus romantique. Donc pour cette génération d'écrivains romantiques, vont être Victor Hugo, Balzac, Vigny, etc., vont magnifier cette épopée et la rendre, l'inscrire dans les mots et ajouter cette touche littéraire qui manquait. Et jusqu'à Chateaubriand, l'un de ses ennemis déclarés, qui va écrire des mots magnifiques sur sa disparition. Hein, il aura cette phrase « Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède ». Chateaubriand a tout dit.